J'inviterais Gabrielle Cloutier, ben oui, un autre Gabrielle, à sortir de son petit coin à elle. Gabrielle est étudiante à la maîtrise en psychoéducation à l'UDS. Elle va nous présenter le défi de l'engagement scolaire. Pour qui et pourquoi? Allô tout le monde, j'espère que vous passez une bonne soirée. Donc oui, moi c'est Gabrielle et aujourd'hui, ce soir, je vais vous parler de l'engagement scolaire et on va découvrir ensemble pour qui et pourquoi c'est un défi chez certains élèves. Savez-vous qu'au Québec, environ 16,3% des élèves du secondaire décrochent de l'école avant de compléter leur diplôme? Ce taux-là est le plus élevé qu'on a vu en 10 ans. Puis, les motifs derrière le décrochage scolaire, ils sont variés. Certains jeunes vont dire qu'ils trouvaient les cours inintéressants ou qu'ils ne voyaient pas l'utilité derrière ce qu'ils apprenaient en classe. D'autres vont dire qu'ils avaient peur d'échouer ou que le travail demandé par les enseignants était trop difficile. Certains jeunes décrocheurs vont également dire qu'ils ne s'entendaient pas bien avec les élèves en classe ou les enseignants. Mais ce qu'on réalise, si on y réfléchit, c'est que ces difficultés-là ne sont pas propres aux jeunes qui décrochent. Si vous êtes parent ou enseignant, peut-être que vous connaissez un ou plusieurs jeunes qui fréquentent présentement une école primaire ou secondaire et qui vivent des difficultés à se faire des amis ou de l'intimidation. Ou peut-être qu'ils se mettent souvent dans le trouble en classe parce qu'ils ne suivent pas les consignes. Peut-être qu'ils dorment dans les cours de maths parce qu'ils trouvent ça plate. Ou peut-être qu'ils vivent souvent des échecs scolaires. N'importe quel jeune pourrait vivre ce genre de difficultés-là à un moment donné dans leur parcours scolaire. Mais mettons quelque chose au clair, là. Le fait de vivre ces difficultés-là ne veut pas dire qu'un jeune va nécessairement décrocher. Mais le jeune qui en vit plusieurs est plus à risque de se désengager peu à peu à l'école, ce qui peut éventuellement mener au décrochage scolaire. Donc là, la question qu'on se pose probablement tous en ce moment, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser l'engagement scolaire de ces élèves-là? D'abord, essayons de comprendre c'est quoi l'engagement scolaire parce que ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. J'aimerais vous demander, selon vous, ça ressemble à quoi un élève engagé? Avez-vous des idées? Oui? J'aurais pensé à un élève qui lève sa main en classe. Un élève qui lève sa main en classe? Avez-vous d'autres idées? Oui? Qui a une bonne posture, OK. Au fond? Qui s'implique dans un comité, oui. Oui. Qui aime aller à l'école et qui a des activités extrascolaires. OK. Donc, en fait, vous avez tous raison. L'engagement scolaire, dans la théorie, il y a deux dimensions. Il y a l'engagement comportemental qui réfère au comportement et au niveau de participation du jeune. Donc, dans la réalité, ce qu'on va observer, c'est un jeune qui lève souvent la main, qui suit les consignes, qui complète ses devoirs ou ses responsabilités en classe. Ensuite, il y a l'engagement émotionnel. Donc ici, on réfère aux émotions positives et à l'intérêt que va manifester le jeune. Donc, dans la réalité, ce qu'on va observer, c'est un jeune qui vit de la joie ou de l'excitation ou même de la fierté. Puis finalement, il y a l'engagement cognitif. Puis ici, on parle vraiment de la volonté et des capacités cognitives du jeune à contrôler ses émotions et ses comportements pour accomplir une tâche. Donc, dans la réalité, ce qu'on va voir, c'est un jeune qui est capable de se concentrer ou qui a le goût d'aller au-delà des attentes et de comprendre les concepts qu'il voit en classe. Puis, il va mettre en place des stratégies d'apprentissage qui sont efficaces pour atteindre ses objectifs. Mais maintenant que vous savez c'est quoi l'engagement scolaire, j'aimerais vous poser la question suivante.
quelle dimension de l'engagement est la plus affectée par les difficultés vécues à l'école? Qui dit que c'est l'engagement comportemental à main levée? OK, personne. Qui dit que c'est l'engagement émotionnel? OK, plus de mains. L'engagement cognitif, qui dit que c'est cognitif? OK, on a 1, 2, 3, quelques mains. En fait, là, les difficultés que vont vivre les élèves à l'école vont affecter toutes les dimensions de l'engagement. Parce que ce qu'on va voir, c'est qu'au niveau de l'engagement comportemental, l'élève en difficulté va plutôt cesser de participer en classe, de suivre les consignes, de compléter ses devoirs. Au niveau de l'engagement émotionnel, l'élève en difficulté va plutôt vivre des émotions négatives, comme du découragement, de la tristesse ou même de l'anxiété. Puis au niveau de l'engagement cognitif, l'élève en difficulté va avoir de la misère à se concentrer, à persévérer. Sa réflexion va être peu développée et les stratégies d'apprentissage qu'il va utiliser vont être soit peu nombreuses ou pas efficaces pour atteindre ses objectifs. Donc, ce que je vous montre là, ce sont des indices qui peuvent nous aider à identifier les jeunes qui ont de la misère au niveau de l'engagement scolaire et pour qui un soutien additionnel pourrait faire toute la différence. Mais pour soutenir l'engagement scolaire des jeunes, il faut également comprendre le rôle de la motivation dans tout ça. Parce que ce que les études nous montrent, c'est que la motivation et l'engagement sont deux phénomènes différents, mais qui sont très liés ensemble. Donc, je m'explique. La motivation, voyez-le comme cette volonté à l'intérieur de nous qui va nous pousser à se mettre en action pour atteindre un objectif. Alors que l'engagement, c'est l'action qu'on va poser pour atteindre cet objectif-là. Donc, l'engagement, c'est comme le résultat observable de la motivation. Donc, les études scientifiques nous démontrent que, en favorisant la motivation, on peut augmenter le niveau d'engagement des élèves en classe. Donc, une des théories de la motivation qui est bien connue, c'est celle de l'autodétermination. Puis selon cette théorie-là, pour favoriser la motivation des jeunes, il faut répondre à 3 besoins fondamentaux qui sont le besoin d'autonomie, de compétence et d'appartenance. Okay? Un jeune qui est autonome peut agir et faire ses choix en fonction de ses propres intérêts et préférences. Un jeune qui se sent compétent a confiance en ses capacités à accomplir des tâches avec succès et à atteindre ses objectifs. Alors qu'un jeune qui a un fort sentiment d'appartenance a des relations sociales positives et se sent accepté par les autres. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'enseignant ou parent pour favoriser la satisfaction de ces besoins-là? Pour favoriser la satisfaction du besoin d'autonomie, il est important de leur offrir des choix et d'incorporer leurs intérêts dans les activités qu'on prévoit faire avec eux. Il est aussi important, d'expliquer le pourquoi derrière nos demandes et d'éviter la communication contrôlante, comme « tu dois faire ci, tu ne peux pas faire ça ». Donc, pour favoriser la satisfaction du besoin de compétences, il est important d'avoir des consignes claires et des attentes claires. Il faut également leur offrir des défis qui sont ajustés à leur niveau de compétence et un soutien personnalisé en fonction de leurs besoins. Et il faut également leur donner des rétroactions positives en les félicitant et surtout lorsqu'ils vivent des petites réussites. Puis pour satisfaire le besoin d'appartenance, il est important d'adopter une attitude qui est chaleureuse puis bienveillante. Il faut passer du temps de qualité avec eux, de favoriser le respect et l'acceptation sociale des différences individuelles et de promouvoir le travail d'équipe, la collaboration. Donc, si vous êtes enseignant ou parent, vous appliquez peut-être déjà dans votre quotidien ces stratégies-là ou quelques-uns. C'est parfait, continuez comme ça. Peut-être qu'il y en a que vous pouvez ajouter à votre boîte à outils pour favoriser la motivation de vos jeunes. Si ce n'est pas le cas,
il n'est jamais trop tard pour commencer, parce qu'on observe quelque chose d'intéressant lorsqu'on commence à satisfaire lorsqu'on commence à satisfaire les besoins d'autodétermination des jeunes. En fait, on voit un effet boule de neige. Donc, imaginez une boule de neige sur le sommet d'une montagne qui commence à descendre de la montagne. Bien, pendant sa descente, elle va accumuler de plus en plus de neige. Bien, c'est un peu comme ça qu'est-ce qu'on voit entre la motivation et l'engagement. Plus qu'on favorise la motivation du jeune, plus qu'il sera engagé. Plus qu'il est engagé, plus qu'il est motivé, et ainsi de suite. Donc, si je vous donne un exemple, dans une classe, il y a un enseignant qui met en place des stratégies qui contribuent à la satisfaction des besoins d'autodétermination des jeunes. Bien, ces jeunes-là vont se sentir plus autonomes, compétents et acceptés en classe. Et ils seront, par conséquent, plus motivés à s'engager. Puis des jeunes qui sont plus engagés, bien, ils ont plus d'interaction sociale. Donc, ils vont pouvoir développer leurs relations avec les autres. Ils vont également participer plus dans les activités qui se passent en classe. Ils vont donc avoir plus d'occasions de faire des choix, d'exprimer leurs intérêts, puis de vivre des réussites académiques. Puis ça, ces expériences-là vont contribuer à augmenter leur motivation, qui va par la suite contribuer à augmenter leur engagement, et ainsi de suite. Donc, c'est une boucle continuelle qu'on voit entre la motivation et l'engagement. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'un élève engagé est un élève motivé. Et la satisfaction des besoins d'autodétermination est une avenue qui est très intéressante à considérer pour favoriser la motivation et l'engagement des élèves, que ce soit à l'école ou à la maison. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci, Gabrielle. Donc, on va pouvoir passer à la période de questions. Oui. Je vais juste répéter la question. Répétez la question. Oh boy, OK. OK. Ben, en fait, ce que j'ai compris, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire quand un jeune est indisponible en raison de facteurs environnementaux comme familial, la défavorisation, le manque de nourriture à la maison, des trucs comme ça qui affectent l'élève à l'école. Ben, je dirais que c'est sûr qu'il y a une certaine limite à ce que les enseignants, le personnel scolaire peuvent faire à l'école. Moi, je dirais que, c'est de... En fait, je sais pas trop. C'est de faire ce qui est possible au niveau de la motivation, puis d'essayer de trouver au sein d'une même école là, les moyens pour répondre aux besoins de base des élèves. Mais en général, là, mon sujet se limite à la motivation, à l'engagement. Mais ça, il y a comme des contraintes là, au niveau de ce qu'on peut faire dans les écoles. On a une question au micro. Merci beaucoup pour ta présentation. Selon toi, c'est quoi le meilleur outil ou moyen de motiver un élève? Bien, honnêtement, je pense pas qu'il y a un meilleur moyen pour motiver un élève parce que, tu sais, comme la théorie de l'autodétermination, on voit qu'il y a plusieurs besoins qui doivent être répondus pour motiver un élève.
Donc, moi, je dirais que c'est vraiment un amalgame de tout plein de stratégies pour augmenter le niveau de satisfaction de ces besoins-là, qui sont des besoins universels, fondamentaux, pour que les élèves soient, motivés en classe. Mais, au niveau des caractéristiques individuelles, ça se peut qu'un élève a besoin de satisfaire un besoin particulier plus qu'un autre. Donc, c'est de toujours avoir une flexibilité, puis de mettre en place des stratégies, puis de voir qu'est-ce qui répond le plus à le besoin de cet élève-là, qu'est-ce qui répond le plus aux besoins de cet autre élève-là, puis de mettre en place plusieurs stratégies à la fois qui vont permettre de répondre du mieux qu'on peut aux besoins des élèves. Ben, moi, j'avais une question. On a encore un peu de temps pour les questions, là. Fait que je vais poser ma question, parce que moi, j'en avais une. Parce que là, je voyais là, sur une des diapositives, là, ça disait de ne pas utiliser le langage comme il faut, tout ça. Puis, tu sais, là, ça me rappelle, tu sais, là, mes parents, là, il faut que tu fasses ton lit, il faut que tu les consignes. Parce que c'est pas mal clair, là. Il faut que tu fasses ton lit, il faut que tu ranges ta chambre, tu sais, comme... Puis là, je pense à la nouvelle école de penser que là, les parents, il ne faut pas qu'ils disent non à leur enfant. Donc, je me demande, tu sais, les enfants que là, ils voient, ils sont élevés comme ça, là, tu sais, il ne faut pas qu'il y ait de non. Tu sais, on ne se fait pas dire non. Comment ça va être... comment ils vont être... Ils vont grandir avec il n'y a pas de nom, puis là, après ça, ils vont arriver sur le marché du travail. C'est plus ça, tu sais, comme, tu sais, là, il n'y a pas les consignes « il faut ». Puis là, après ça, ils sont comme autodéterminés. Puis là, ils vont arriver sur le marché du travail, ils vont se dire « OK, il faut que tu fasses ça, ça, ça ». Comment comme ça va être déteint? OK. Ben, je pourrais pas dire que je peux prévoir quel effet ça pourrait avoir sur un jeune, mais je pense pas que la théorie de l'autodétermination dit qu'on ne peut pas dire non à un enfant. Je pense qu'au niveau de la communication contrôlante, c'est juste de leur donner la chance de faire leur propre choix. T'sais, dans l'autonomie, il y a l'option de leur donner des choix. Il y a un moyen de donner des choix à un élève qui le guide vers la meilleure option. Donc, je pense que c'est de trouver un équilibre entre leur offrir des occasions d'être autonomes tout en mettant un cadre qui va leur permettre de les guider vers le bon chemin. Mais oui, c'est ça. Je dirais que ça, c'est ma réponse. OK. Ah, ben, c'est quand même intéressant. Bon. Félicitations. Ben, merci, Gabrielle, pour ta présentation.